Alors, comment l'organisme adapte sa ventilation à l'effort? Vous avez quand même quelques éléments de réponse, hein, quand même, hein, déjà depuis ce matin. Oui. Donc, il augmente la ventilation alvéolaire pour améliorer les échanges gazeux. Pour améliorer la ventilation alvéolaire, il va augmenter le débit ventilatoire qu'on peut mesurer par spirométrie. Vous avez vu tout à l'heure la commande nerveuse dont sa mère vous a parlé. Je passe un petit peu plus vite. Alors, l'augmentation des échanges, à l'effort, on l'a dit tout à l'heure, on a besoin d'apporter plus d'oxygène et de rejeter plus de gaz carbonique. Donc au niveau alvéolaire, il va falloir augmenter ces échanges-là. Ces échanges, ils dépendent de ce qui se passe en termes de pression partielle de part et d'autre de la membrane alvéolo-capillaire. La PaCO2, la pression alvéolaire en gaz carbonique varie très peu. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est d'augmenter le renouvellement de l'air. Alors, on peut mesurer les volumes pulmonaires. Alors, à l'époque, au début, quand ça a été, on avait un système comme ça qui tournait avec une plume ici. Et puis, en fonction de comment on mobilisait ce volume ici, qui dépendait là, ici, de la quantité d'air qu'on mettait dedans, ça permettait de mesurer les volumes. Maintenant, c'est des systèmes informatisés. C'est beaucoup plus simple. Donc, la spirométrie, ça permet de mesurer les volumes dans l'air. Ici, je vous rappelle le volume courant, VT pour tired, c'est de l'anglish, 0,5 litres. Si j'inspire très fort après une inspiration normale, je suis dans le volume de réserve inspiratoire, 2,5 litres. Si j'expire à fond, je vais ici vider ma réserve expiratoire, donc je suis dans le volume de réserve expiratoire, qui fait 1,5 litre aussi. Et ici, il va me rester un petit peu d'air, qu'on appelle dans les poumons, que je ne peux pas mobiliser, qu'on appelle le volume résiduel. Avec l'âge, le tabac, il peut même augmenter. Donc ici, la capacité vitale, c'est celle dont on se sert. Volume de réserve inspiratoire, volume courant, volume de réserve expiratoire. La capacité totale, c'est tout l'ensemble. Et si je m'intéresse à ce qui se passe une fois que j'ai fini une expiration normale, donc juste en fin d'expiration simple, ici, je me retrouve avec un volume qu'on appelle la capacité résiduelle fonctionnelle, qui est très importante. Puisqu'en fait, je vais renouveler mon air alvéolaire ici, là, dans le volume courant. Quand j'inspire, je vais mélanger la partie que j'inspire dans tout ce volume-là. Vous êtes d'accord? Si ce volume ici est important, tout ce volume-là, et celui-là pas trop, je vais avoir une composition d'air alvéolaire qui va être à peu près constante. Ça vous va? L'espace mort, il est compris dans le volume courant ici. L'espace mort, c'est la partie qui ne participe pas aux échanges, qui fait à peu près 0,15 litres, on le verra tout à l'heure. Donc il me reste 0,35 litres ici, que je vais mélanger dans, ici, 3,5 litres à chaque inspiration. À l'inspiration, pour vous rappeler la mécanique ventilatoire, quand j'inspire, c'est actif. Quand j'ai fini d'inspirer, c'est les forces musculaires et élastiques, thoraco-pulmonaires qui vont ramener à l'état d'équilibre en fin d'expiration. Si je veux expirer plus, il faut que je fasse travailler les muscles expiratoires. Donc l'état d'équilibre, il est ici en bas, dans le bas du volume courant. La capacité résiduelle fonctionnelle, donc je vous ai dit, c'est 6 fois le volume courant. Je ne sais pas comment ça a été mesuré, mais en tout cas, ça représenterait 17 fois le volume d'air renouvelé. Donc vous changez très peu d'air à chaque inspiration pour l'alvéole. Ça va? Par analogie, si vous mettez une petite cuillère de chocolat dans un gros bidon de lait, la couleur ne va pas changer beaucoup. Si vous mettez la même cuillère de chocolat dans un bol, ça va changer beaucoup plus. C'est tout. C'est intéressant d'avoir toujours un air alvéolaire de composition constante. Non? Non? Bah, le sang, il passe de manière continue, on a vu. Donc si vous voulez qu'il soit renouvelé, qu'il soit enrichi de manière constante, il faut que dans l'alvéole, ça soit à peu près pareil tout le temps.
Voilà. Donc les variations à chaque inspiration et expiration sont négligeables. La ventilation alvéolaire, c'est ce qu'on appelle le débit ventilatoire alvéolaire. C'est le volume d'air qui parvient aux alvéoles en 1 minute. C'est un débit. Hein. Donc je mets une formule. C'est le volume courant moins le volume mort, VD pour dead, multiplié par la fréquence respiratoire. Comme ça, j'ai bien un débit en 1 minute. Ça vous va? C'est ce qu'on appelle la ventilation efficace, parce que le volume mort, il ne participe pas aux échanges. Si je veux améliorer mes échanges, eh ben, il faut que j'augmente la fréquence respiratoire, ou il faut que j'augmente la part relative de l'air que je vais renouveler à chaque inspiration. Tout simplement. Et à l'effort, c'est ce qu'on constate. Voilà, j'augmente ici en restant plutôt autour de ma zone de volume courant. J'accélère ma fréquence respiratoire. Je diminue donc ainsi ma capacité résiduelle fonctionnelle. J'améliore l'enrichissement de l'air alvéolaire. C'est ce que je viens de dire. Ça me fait respirer poumons légèrement gonflés, malgré tout. Et ça, comme c'est dans une... les muscles qui vont travailler là, vont travailler à une longueur à laquelle ils sont moins habitués qu'au repos, comme vous faites là. Donc je vais les fatiguer. À l'effort toujours, je peux augmenter jusqu'à... Enfin, je peux, moi je ne sais pas si je peux, mais les sportifs de haut niveau peuvent augmenter leur ventilation jusqu'à 20 fois la ventilation de repos. C'est quand même énorme. De ce fait-là, l'écoulement qui est dans les bronches, normalement laminaire, au repos, il va être beaucoup plus turbulent. Il va être beaucoup moins, comment dire, laminaire, quoi. Moi, j'ai pas d'autre mot pour ça. Donc, du coup, l'efficacité ventilatoire risque d'être un petit peu diminuée. D'autre part, à l'expiration, comme j'expire un petit peu plus fortement, je vais diminuer un petit peu le calibre des conduits, de ceux qui sont possiblement qu'on peut diminuer. D'accord ? Donc ça va diminuer un peu mes débits expiratoires. De ce fait-là, mes muscles ventilatoires vont être obligés de travailler plus. On travaille plus fort pour pouvoir maintenir des débits. Hein, puisque j'augmente les débits, ça diminue l'efficacité ventilatoire. Donc il va falloir que je travaille un petit peu plus. Je diminue ici les débits expiratoires, donc il va falloir que je travaille un petit peu plus avec mes muscles expiratoires. Hein. Et donc, je vais utiliser beaucoup plus à l'effort ces muscles dits inspiratoires ou expiratoires accessoires. Et donc, j'augmente le travail de ces muscles-là avec une augmentation du risque de fatigue. Bon, les autres effets à l'effort, il faut que j'augmente les débits. Si je respire que par le nez, comme on fait au repos, comme vous le faites maintenant, il ne va pas y avoir assez de débit là. Je ne peux pas augmenter mes narines de manière inconsidérée. Donc, je vais plutôt avoir tendance à respirer par la bouche. En fonction de la température de l'air, j'augmente les débits. C'est pas réchauffé au niveau des cavités, au niveau des fosses nasales, au niveau des sinus, parce que ça passe beaucoup plus vite. Donc je risque d'avoir un refroidissement possible au niveau bronchique. D'autre part, si l'air est pas trop humide, je risque même d'avoir une déshydratation. C'est clair ? Finalement, en plongée, c'est un petit peu pareil. On en reparlera la prochaine fois. Et on en a même déjà parlé tout à l'heure. Mais vous devez pouvoir Ah, ça, là. répondre à la question